Ok. En l'honneur de Jacques Desclozeaux et à la mémoire de Claudie Sixon, je vais parler en français. Première fois depuis je sais pas, 20 ans peut-être. Ok. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler. C'est un honneur difficile en fait, parce qu'il faut trouver de quoi parler, offrir une perspective et en même temps parler de choses nouvelles, surtout quand on est dans un sujet un peu plus difficile à exposer que la cosmologie ou la physique des particules. Mais donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, on est en France, on va parler de nourriture. Donc voilà, je vais parler des soupes de boucle qui sont typiquement ce genre d'horreur qu'on mange au petit déjeuner aux États-Unis. Et de façon plus sympathique, on peut aussi ouvrir les boucles, en faire des spaghettis. Et donc en honneur des collègues italiens, j'ai aussi mis une image de plat de spaghettis. En fait, je ne vais pas parler beaucoup de spaghettis, je vais surtout parler de boucles. Et donc, c'est un sujet que j'ai choisi aussi parce que je voulais faire quelque chose à la mémoire de Jacques Desclozeaux, qui a été pour moi une grande inspiration. Certainement pas la seule, mais comme je le disais hier, lui et Bertrand sont les personnes qui m'ont retiré au service de physique théorique, plus ou moins en me disant qu'il fallait surtout pas que je vienne. Et ça a été pour moi la méthode idéale. Une méthode que j'ai toujours appliquée avec mes étudiants depuis, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Bref, donc c'est un talk en grande partie historique, extrêmement élémentaire. Et donc je vais commencer par le problème simple qui est à l'origine de tout ça, qui est le problème des marches dites auto-évitantes. Et donc vous savez tous qu'on peut facilement dessiner des marches browniennes en dimension quelconque et qu'il est relativement facile d'étudier toutes leurs propriétés. Il est très tentant de se demander ce qui se passe si on impose des contraintes sur ces marches browniennes, et la contrainte la plus simple, c'est simplement demander que maintenant les marches ne se recoupent pas, ce qu'on peut interpréter, si on veut, comme des polymères, des longues chaînes, sans intersection. Dès qu'on essaye de dessiner ce genre de choses sur un réseau aussi simple que le réseau carré, on se rend compte que ce n'est pas si facile en fait, et en particulier on risque souvent, si on fait un dessin un peu trop naïf, d'emprisonner le chemin, le polymère sur lui-même. Mais bon, il est facile de voir qu'on peut en construire de taille arbitrairement grande. Et la question la plus naturelle qui se pose à ce moment-là, c'est de se demander quelle est la taille de ce machin en fonction du nombre de monomères. On sait bien que si on était avec des marches browniennes, le rayon carré moyen varierait comme la taille n simplement. L'exposant petit nu ici est égal à 1,5 dans le cas brownien. Et dans le cas de chemin auto-évitant, la question qui s'est posée il y a bien longtemps de ça, c'est quelle est la valeur de cet exposant nu, comment le calculer, etc. etc. C'est donc ça l'origine des loop soups. Et en fait, la première remarque intelligente à faire, c'est que le problème est très générique. On aurait envie de dire que peut-être ce genre de problème dépend un peu des interactions qu'on va mettre, pas du tout. En fait, dès qu'on prend une marche brownienne et qu'on ajoute des interactions répulsives, aussi petites soient-elles, on obtient toujours, à la limite des longues chaînes, ce qu'on va appeler la classe d'universalité des chemins auto-évitants. En particulier, l'exposant petit nu prendra toujours la même valeur, même si on part de marches browniennes avec une très faible répulsion. Vous comprenez bien que cette idée naïve a une formulation dans un langage plus rigoureux. La limite n tendant vers l'infini de ce genre de chemin peut être considérée dans une certaine mesure comme un point critique. Et ce qui se passe quand on part d'un chemin presque brownien et qu'on ajoute des interactions et qu'on le regarde à plus ou moins grande distance, c'est qu'on a un flot du groupe de normalisation partant du point fixe instable, les marches browniennes, vers le point fixe stable, le problème des chemins auto-évitants. Vous voyez aussi que le problème est non perturbatif. On ne peut pas essayer d'étudier les propriétés des longues chaînes comme une perturbation des marches browniennes parce qu'on restera toujours au voisinage de ce point fixe-là alors qu'on veut aller à l'autre point fixe. Et de fait, on sait que la valeur de l'exposant nu en 2 dimensions est égale à 3/4, qui est très loin de la valeur 1/8. Donc petit à petit, la compréhension qualitative du problème s'est construite comme ça, et ces 2 gènes en particulier, suivis par Jacques et Bertrand, qui ont travaillé beaucoup plus sur la formulation de ce genre de questions dans le langage de théorie des champs. Et vous savez sans doute déjà qu'une des grandes contributions de Gènes a été de reconnaître que la question d'étudier ces longues marches browniennes, ces longues marches auto-évitantes, pouvait être incluse dans le programme d'études de criticalité dans les théories Phi 4 si on regardait des théories avec la symétrie ON,
et si on prenait la limite formelle n tendant vers 0. Ça a donc été un grand progrès parce que ça a permis, ou bien en faisant des calculs de théorie des champs avec les modèles ON et en envoyant n tendant vers 0, ou bien par des techniques de renormalisation directe, d'attaquer ce genre de problème par les techniques traditionnelles de théorie des champs, développement en epsilon, etc., chose dont je ne vais pas parler du tout d'ailleurs. Donc laissez-moi maintenant avancer un peu et essayer d'expliquer sur un modèle simple qu'est-ce que les chaînes auto-évitantes ont à voir avec un modèle de symétrie ON, et c'est ça qui me permettra finalement d'introduire les soupes de boucle. Donc imaginons un problème extrêmement simple. J'ai déjà dit que le fait que la classe d'universalité qui nous intéressait était très robuste, on n'était pas forcé de partir de chemins exactement auto-évitants, on pouvait partir de chemins qui pouvaient se recouper mais avec des petites interactions répulsives, etc. Donc il y a beaucoup de modèles qui, à grande distance, vont être décrits par la même classe d'universalité. Prenons un modèle caricatural extrêmement simple, qui en fait est apparu dans pas mal de contextes, dans le contexte de la discrétisation des modèles CPN, en particulier en théorie de jauge. Et donc le modèle consiste à prendre des spins S sur les sites du réseau hexagonal, avec une interaction même pas exponentielle, on prend juste le premier terme dans l'exponentielle, 1 plus k SI dot SJ, et on définit la fonction de partition comme l'intégrale sur tous les spins sur la sphère avec symétrie ON de 1 plus k SI dot SJ. Et on se rend bien compte que quand on fait un développement à haute température, c'est-à-dire à petit k de cette fonction de partition, eh bien on dessine un ensemble de configurations qu'on appelle un gaz de boucle dilué. Cet ensemble de configurations contient des boucles qui sont auto-évitantes et mutuellement auto-évitantes. Ça, c'est parce qu'on est sur le réseau hexagonal. Si on était sur un autre réseau, ça ne serait pas vraiment le cas, mais encore une fois, la limite à grand N, grande longueur d'objets serait la même. Et puis, donc, on a une fugacité par monomère, je les appellerai les monomères par la suite, qui est un nombre k, l'équivalent de la température, si vous voulez. Et ce qui est important, c'est que chaque boucle a une fugacité n. Okay? Et donc ce modèle, de façon générale, est presque le modèle des soupes de boucle. Ce qu'on appelle vraiment la soupe de boucle, c'est le point suivant, c'est que ce genre d'objet s'avère être critique lorsque k prend une valeur critique égale à kc. En tout cas, lorsque n n'est pas trop grand, c'est une autre question dans laquelle je ne rentrerai pas. En fait, on peut même aller chercher n complexe si on veut. Mais restreignons-nous à n réel et prenons n, un nombre réel entre moins 2 et 2, qui est le régime le plus simple à considérer. Donc si vous prenez k égale à la valeur critique, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces boucles que je dessine là comme des petits objets, ou même là comme des petits objets, en fait, quasiment systématiquement sont de très grands objets, des objets fractales. Et donc, ce que vous avez, c'est une soupe dans laquelle vous avez des boucles fractales qui viennent avec une fugacité n. Et c'est ça qu'on appelle une soupe de boucles. Il y a des boucles, et donc c'est une soupe parce qu'il y en a beaucoup. Et le paramètre essentiel, comme on se fixe le point critique, comme on demande d'être au point critique, le seul paramètre qui reste finalement, c'est n, la fugacité de chacune des boucles. Voilà, donc c'est ça une soupe de boucles. Et on pourrait évidemment considérer beaucoup de variantes. En particulier, on pourrait ouvrir les boucles pour en faire une soupe de spaghettis ou un plat de spaghettis. Et il y a d'autres questions qui se poseraient, mais comme j'ai dit, ce n'est pas des questions que je vais discuter ici. Une variante simple et intéressante aussi pour les gens qui s'intéressent un peu au modèle géométrique, c'est les clusters. Et donc, chaque fois en tout cas en 2 dimensions, et j'aurais dû insister sur le fait que ce n'est qu'en 2 dimensions qu'on va avoir une soupe de boucle, autrement on pourrait avoir des objets plus compliqués, il faudrait faire un peu plus attention, ou bien des topologies différentes, où elles sont nouées, etc. En 2 dimensions, en tout cas, les boucles sont duales d'autres objets qui sont des clusters, des amas de liens sur le réseau qui vous intéresse. Par exemple, ici, si vous dessinez des liens sur le réseau carré, ce qui se passerait typiquement dans le problème de percolation, eh bien, les duos sur ce réseau, duo, c'est pas vraiment un dual techniquement, mais appelons-le dual pour simplifier, les duos des clusters, les bords des clusters dessineraient aussi une soupe de boucles. Et donc, dans ce cas, le valeur Q égale 1 est la percolation, qui correspond à N égale 1.
Et j'ai oublié d'insister sur le fait que dans ce cas-là, la limite n tend vers 0 correspond au chemin auto-évitant, parce que quand on fait n tend vers 0, en fait, on enlève toutes les boucles. Et donc tout ce qui reste, si on insère une paire de spins, si on regarde une fonction de corrélation à 2 points, c'est une fonction génératrice de chemin auto-évitant. Alors ces soupes de boucles, en fait, sont des objets fondamentaux qui apparaissent dans beaucoup d'aspects de la physique théorique. Évidemment, on pourrait toujours argumenter que c'est pertinent pour décrire les polymères aux interfaces. Ça l'est de fait, mais ce n'est pas ce qui explique que les gens travaillent sur ce problème depuis 30 ans. Il y a des reformulations très générales de la théorie quantique des champs en termes d'objets géométriques, très proches de ça en fait. Essentiellement, c'est utile parce que ça permet de prouver plus facilement des théorèmes. C'est toujours plus facile de compter que de faire d'autres choses. Les soupes de boucles sont très utiles dans la description de problèmes électronique en 2 plus 1 dimension. Donc là, je parlais de mécanique statistique en 2 dimensions. Si on passait à la mécanique quantique en 2 dimensions, et si on considérait des problèmes d'électrons sans interaction désordonnée, tels que ceux qui ont lieu dans les transitions entre plateaux pour les classes A et classes C de l'effet Hall entier, eh bien on aurait des reformulations en modèle de boucle très semblables à ceux que je viens de décrire. Évidemment, les propriétés des interfaces, ça c'est très important de voir qu'il y a beaucoup de problèmes en 2 dimensions, même relativement simples et entre guillemets résolus, comme le modèle d'Ising, où les propriétés des amas de spin, les propriétés des bords entre domaines d'orientation différentes, en tant qu'objets géométriques, sont plutôt difficiles à calculer et ne font pas partie de la solution standard du modèle. Et puis, il y a un gros intérêt, en fait, récent, dans les soupes de boucle qui vient maintenant de problèmes de calcul quantique topologique, où, en fait, il y a pas mal de modèles pour lesquels les états fondamentaux, encore une fois, de systèmes quantiques en 2 plus 1 dimension, sont décrits en fait par des ensembles de boucles. Ce qui veut dire que la fonction de partition que j'écrivais ici pourrait, dans un autre contexte, devenir le développement maintenant d'une fonction d'onde pour un système quantique, et les fonctions de corrélation qu'on calculerait dans le problème de mécanique statistique en 2 dimensions deviendraient des fonctions de corrélation à temps égal dans un problème de mécanique quantique en 2 plus 1 dimension. Donc voilà, c'est ça les soupes de boucle, et donc certainement c'est intéressant pour une large variété de problèmes, et ne nous cachons pas le fait que c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est un contexte mathématique très bien défini qui a énormément intéressé les probabilistes et qui a donc à son actif 2 médailles Fields et demi, si j'ose dire, Wendlin Werner, Stanislas Smirnov qui ont travaillé essentiellement là-dessus, et puis Dominique Copin qui a travaillé sur pas mal de choses, mais en particulier aussi ce genre de modèle. Donc clairement, c'est un sujet qui nous a été volé par les mathématiciens. J'aurais plus à dire là-dessus, mais peut-être plus tard. Et donc, c'est un sujet qui possède une profondeur mathématique inouïe, et comme chaque fois qu'on a un sujet avec une grande profondeur mathématique, on a aussi une grande profondeur en physique mathématique, je n'irai pas jusqu'à dire en physique, mais certainement en physique mathématique, et c'est pour ça que le sujet a été tellement étudié. Et en fait, donc, les problèmes de chemin auto-évitant, les soupes de boucle, sont le sommet d'un iceberg. J'ai hésité à dessiner un petit Titanic avec le symbole IPHT, mais j'ai pensé que ça nous porterait malheur. Donc à la place, j'ai dessiné un sous-marin avec le symbole IPHT. Et donc, c'est un sujet qu'on a exploré, moi et beaucoup d'autres, ici et ailleurs au cours des années, et qui en fait s'est avéré avoir énormément de connexions avec tous les grands noms, si j'ose dire, de la physique mathématique moderne. Énormément de choses à voir avec les diagram algebras, et donc encore une médaille Fields, celle de Von Jones. Beaucoup de choses à voir avec les groupes quantiques et les symétries catégoriques, comme on les appelle. Un appendice d'une seconde ici, mais vous voyez qu'une des grosses difficultés dans ce genre de problème, c'est d'aller donner un sens raisonnable au concept de symétrie ON lorsque n n'est pas un entier, ou est peut-être même un nombre complexe, et c'est ça en particulier qui a donné lieu à l'introduction de beaucoup de concepts venant de la théorie des catégories. Le gaz de Coulomb, la théorie de Liouville, l'ansatz de Bethe, SLE et quantum gravity, j'en parlerai un tout petit peu. Et puis évidemment les théories conformes de base, le bootstrap, etc., etc. Donc voilà, c'est en gros l'histoire de 30 ans de physique mathématique à l'IPHT. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais quand même raconter quelques toutes petites choses. Donc oui,
Évidemment, c'est une manie des théoriciens de dire que tout est connecté avec tout. Combien de diagrammes n'avons-nous pas vus avec quelque chose au centre et des flèches qui partent partout, les théories topologiques, les groupes quantiques, etc., etc. Certes, c'est la mode, mais parfois, je dirais que parfois on connecte tout à tout pour s'amuser, et parfois on connecte tout à tout parce qu'on en a vraiment besoin. Et en fait, je dirais que cet iceberg, cette collection n'est pas une collection de timbres pour théoriciens, c'est vraiment un ensemble d'outils qui ont été nécessaires pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres façons de progresser, mais certainement la façon dont ça s'est passé, c'est que ça n'est qu'après que ces outils aient été développés par des collaborations entre mathématiciens et physiciens, en fait, qu'on a réussi à en arriver jusque-là. Pardon, je vois qu'il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc, la question évidemment qui se pose à tout le monde, c'est pourquoi tout ce cinéma ? Le modèle d'Ising est bien entendu soluble. Vous savez bien, le modèle d'Ising, c'est essentiellement n égale 1, bien que j'ai dit que n égale 1, c'était aussi la percolation. Donc il y a une petite subtilité là, mais passons pour l'instant. Le modèle d'Ising a été résolu il y a bien longtemps. Il y a eu tellement de progrès avec les théories conformes, etc. Pourquoi ça prendrait si longtemps de faire des progrès raisonnables sur l'étude des soupes de boucle? Et de fait, initialement, le progrès dans ce sujet a été extrêmement rapide, et donc il y a eu beaucoup de progrès venant de l'école russe, et puis ici, avec Bertrand en particulier, on a fait énormément de progrès sur toutes les questions faciles, je dirais. Donc il y a deux résultats qui ont été particulièrement reconnus, allez savoir pourquoi. Un était la dimension de Hull du cluster de percolation, la cos du cluster de percolation, le cluster qui passe à travers tout le système à une cos, qui était un objet intéressant pour les statisticiens et dont on a calculé la dimension fractale exacte. Et puis l'autre, peut-être plus joli, plus parlant, c'est la distribution de probabilité de l'angle décrit par un chemin auto-évitant quand il tourne autour de l'origine, et de façon absolument extraordinaire. C'est une gaussienne dans la valeur de l'angle sur le logarithme de L, la distance, qui serait en fait ici ce que j'appelais n autrefois, le nombre de monomères, et c'est une gaussienne qu'on a déterminée exactement par des techniques variées. Et donc ça, c'est un résultat vraiment superbe, qui n'était pas prouvé rigoureusement, malheureusement. Les mathématiciens l'ont prouvé depuis. Et puis, il y a beaucoup de résultats comme ça. C'était facile, on avançait comme un rouleau compresseur, je dirais. Et puis, en fait, ça s'est arrêté assez vite. Le sujet s'est vraiment branché en deux directions. Quand il s'agit de calculer des choses plus compliquées, comme ce que je vais décrire dans 30 secondes, le sujet a évolué donc en deux directions. L'une a été essentiellement ce que la gravité quantique KPZ d'une part et SLE d'autre part. Donc gravité quantique et KPZ, je voulais le mentionner parce que je voulais mentionner les travaux faits par des gens à Saclay, consistaient à résoudre les problèmes en fait couplés à la gravité et utiliser les formules de KPZ pour relier les résultats couplés à la gravité aux résultats dans le plan. Et puis SLI comme Schramm-Loevner évolution, qui est vraiment ce que les mathématiciens ont utilisé pour prouver rigoureusement les valeurs de beaucoup des exposants qui avaient été calculés par les physiciens, et beaucoup de gens ici ont travaillé là-dessus. Et puis, donc, ça, c'était ce que j'appellerais en gros l'approche probabiliste. Et puis, il y a eu une autre approche qui a consisté à se demander, peut-on vraiment construire les théories qui décrivent les propriétés critiques des modèles de boucle comme une théorie conforme authentique. Et donc ça, c'est une approche qui a été beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus directe et permet de calculer beaucoup de choses, et c'est celle dont je veux parler maintenant. Donc je ne vais pas parler de ça, même si c'est très important, je vais parler plutôt de l'approche des théories conformes. Alors pourquoi c'est difficile? Pourquoi ce problème est difficile? Pourquoi c'est plus difficile que le modèle d'Ising? Chacun a un point de vue différent. C'est comme la phrase célèbre de Tolstoï, les problèmes difficiles sont toujours difficiles pour des raisons différentes. Mais à mon avis, la raison pour laquelle c'est vraiment difficile, c'est parce que les problèmes géométriques sont par essence des problèmes non locaux. On veut donner une fugacité n à une boucle, mais quand on voit deux petits morceaux de boucle, un ici et un là, il n'est pas facile, il n'est pas possible de décider si ces deux morceaux appartiennent à la même boucle ou pas, avant d'aller voir peut-être très loin si les deux morceaux en question ne sont pas connectés. Et surtout, comme les boucles sont très grandes et sont fractales, c'est particulièrement difficile. Donc c'est légèrement non local. Alors le fait que ça soit non local pourrait vous terrifier. Le fait que ça soit non local pourrait vous terrifier, parce que dès que quelque chose est non local, ce n'est pas décrit par une théorie des champs locales, etc. Ce n'est pas vraiment vrai, en fait, parce que la non-localité n'est pas trop grave.
elle peut être évitée au prix de l'introduction de poids de Boltzmann complexes, et on peut voir ça très facilement, comme sur le réseau hexagonal chaque boucle est censée avoir un poids n. Eh bien, c'est facile, vous donnez une orientation aux boucles, et puis vous mettez un petit poids complexe aux boucles. Chaque fois qu'elles tournent à gauche ou à droite, elles attrapent un poids exponentiel plus ou moins I alpha. Comme sur le plan, il y a le nombre de boucles de virage à gauche moins à droite est égal à 6. Si vous ajustez n égale 2 cosinus 6 alpha, presto, vous avez votre fugacité n par boucle. C'est facile, seulement les poids sont complexes. Et donc, une des raisons de la difficulté, c'est que la correspondance entre la mécanique statistique à 2 dimensions qui nous intéresse et les techniques de théorie quantique des champs en une plus une dimension qu'on a envie d'utiliser, venant des théories conformes, etc., la correspondance marche parfaitement, simplement la théorie quantique n'est pas unitaire. Elle n'est pas unitaire, donc par particulier, il s'avère qu'en fait les probabilités sont réelles, mais elles peuvent être aussi bien positives que négatives si vous pensez à ces problèmes d'un point de vue probabiliste. Donc voilà, je vais dépasser un peu, mais pas trop, 3 minutes. Les problèmes non unitaires, dans l'histoire, il y a eu finalement 2 attitudes. L'une a été, je cite la Michael Berry, comme toujours en avance sur tout le monde de 10 ans, la non-hermiticité a souvent été regardée comme une décoration, quelque chose qui n'était pas très grave, mais en fait c'est vrai tant qu'il n'y a pas de dégénérescence. Et quand il y a des dégénérescences, des valeurs propres qui coïncident et des vecteurs propres qui coïncident, des cellules de Jordan, comme on dit, la physique peut être profondément différente. Et ça, c'est vrai dans un contexte très général, mais c'est vrai aussi en particulier en théorie des champs, parce que toutes les approches que nous utilisons, symétrie en général, sont, d'une façon dont on ne s'était pas vraiment rendu compte au début, basées essentiellement sur la semi-simplicité. Et dès l'instant où vous perdez l'unitarité, vous perdez la non-semi-simplicité, essentiellement parce que, comme je le dirai après, il y a des états de norme 0 qui ne sont pas nuls. Et dès que vous perdez la non-semi-simplicité, en fait, les choses deviennent très mauvaises très vite. Et en fait, l'algèbre de Virasoro, qui est l'algèbre qui sous-tend la symétrie conforme, qui sous-tend la description des phénomènes critiques, devient sauvage. Ça veut dire que cette théorie de représentation est aussi compliquée que ce qu'on peut l'imaginer essentiellement. Et donc, nous n'avons plus les moyens de théorèmes pour classifier les modules, etc. etc. C'est une grosse source de difficulté. Pour illustrer ça, voilà la structure des modules de Virasoro dans la théorie n égale moins 2, qui est la théorie qui est la plus simple. Donc, ce que ce genre de diagramme veut dire, c'est que chaque nœud est un module simple, mais on ne peut pas les décoller, ils restent attachés entre eux. Dans une théorie unitaire, tous ces nœuds seraient indépendants les uns des autres, il n'y aurait aucune flèche, et dans une théorie non unitaire, tous ces nœuds sont reliés entre eux, et ce genre de diagramme, souvent, c'est ce qu'on appelle un carquois, pas tout à fait, mais presque, et donc voilà, c'est compliqué. En pratique, ce qui se passe, c'est que les normes carrées peuvent être négatives, et il peut y avoir des états de normes carrées nulles qui ne sont pas nuls. En fait, dans les polymères, dans les modèles auto-évitants, tous les états intéressants sont les états de normes carrées nulles. Et donc, il n'y a pas les équations BPZ, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Donc, le problème est compliqué, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. J'aime bien cette citation d'Euclide, il n'y a pas de route royale pour la géométrie. Dès que vous voulez faire de la géométrie, c'est difficile que vous soyez le roi ou polytechnicien. Mais néanmoins, le but approche, et je dirais que beaucoup de questions ont été abordées et résolues dans ces dernières années. Et je voulais parler donc d'une chose dont je vais parler maintenant extrêmement rapidement pour ne pas trop dépasser. Donc la chose à laquelle les physiciens s'intéressent et que les mathématiciens ne peuvent pas calculer, à mon sens et pour l'instant, bien que ça va peut-être venir, ce sont les fonctions de corrélation. Donc c'est là qu'on s'est arrêté aussi à l'époque, après avoir déterminé les exposants dans les années 80-90. Les fonctions de corrélation s'avéraient extrêmement difficiles, parce que, pour parler un peu technique, il n'y avait pas les équations BPZ, on ne pouvait pas utiliser les dégénérescences dans l'algèbre de Virasoro pour calculer les fonctions de corrélation, les états nuls n'étaient pas égaux à 0. La fonction de corrélation le plus simple dans ce genre de modèle, c'est imaginer 4 points, imaginez que vous vouliez connecter 2 paires de points entre eux comme ça, et bien ce genre de diagramme décrit en fait la fonction à 4 points de l'opérateur d'ordre dans le modèle ON, et comme dans le modèle ON, le produit tensoriel de la représentation vectorielle avec elle-même, c'est l'identité plus l'adjointe plus la symétrique.
eh bien, vous avez 3 types de diagrammes possibles, et chacun de ces diagrammes est un objet géométrique qui contient bien les sommes sur toutes les configurations qui relient les points, plus des boucles tout autour, etc. etc. Et c'était ça qu'on voulait calculer. Donc on veut calculer ça en fonction des coordonnées des points 1, 2, 3 et 4. Il faut s'attendre à ce que ça soit difficile parce que, donc, en théorie des champs, il y a ce concept général de développement en produit d'opérateurs, et on sait que pour calculer ce genre d'objet, c'est très utile de savoir ce qui se passe quand on envoie le point 1 vers le point 2 et le point 3 vers le point 4. Par exemple, dans le modèle d'Ising, si vous envoyez 2 spins l'un proche de l'autre, vous obtenez l'énergie, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous obtenez dans ces cas-là? Eh bien, beaucoup de choses. Parce que vous voyez que quand vous avez des objets géométriques, lorsque vous approchez les points, vous pouvez avoir non seulement ce qu'on a appelé l'opérateur à 2 pattes, mais également, parce que les lignes peuvent se replier, vous pouvez avoir les opérateurs à 4 pattes, 6 pattes, etc. Et puis, il y a aussi ce diabolique enroulement qui fait que quand vous approchez les points les uns des autres, eh bien, même s'il ne reste pas beaucoup de place, vous pouvez avoir des enroulements. Et donc, il faut contrôler toutes ces choses-là, ce qui fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des développement en produit d'opérateurs extrêmement complexe, et de fait, alors que dans le modèle d'Ising, il n'y a finalement que 6 champs ou 3 champs qui jouent un rôle dans la description de la théorie critique, ça a été finalement un des grands progrès de théorie conforme de voir ça, eh bien, dans les modèles ON en général, et le modèle n égale 0 en particulier, qui est à charge centrale 0, petite remarque technique, eh bien, le spectre est extrêmement compliqué, le spectre est infini. Le spectre est infini et on peut le représenter rapidement comme ça. Donc on a des exposants, les dimensions des opérateurs qui dépendent de paramètres, R et S, d'une façon rationnelle, mais les nombres R et S prennent en fait un grand ensemble de valeurs, et en particulier les valeurs S. Les valeurs de S sont denses sur l'axe réel, c'est donc dans le langage technique, parlons d'une théorie conforme qui est non rationnelle, non unitaire et aussi non quasi-rationnelle. C'est donc un problème difficile dont on ne savait pas comment le prendre parce que c'est très difficile de conjecturer ce qui peut se passer quand on a un spectre aussi riche. Et donc les développements en produits d'opérateurs font intervenir un nombre infini de champs, ce qui est en fait assez rare dans les théories conformes, alors que tous les exposants sont rationnels. Donc finalement, 30 secondes, les fonctions de corrélation, finalement, ont été obtenues très récemment par le mélange de techniques, une variété de techniques qui utilisent ce qui se passe dans l'iceberg dont je parlais, et donc des techniques algébriques, des techniques numériques, et puis le bootstrap qui est revenu à la mode en venant de la théorie des cordes en particulier. Donc je vais passer le bootstrap malheureusement, mais bon, c'est pas grave. La réponse finale, c'est que donc toutes ces fonctions à 4 points sont connues, en particulier cette fonction à 4 points maintenant est connue d'une façon exacte. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme close, une forme absolument horrible, mais en fait elle est connue. Et donc voilà, c'est l'état de l'art, et je dirais que c'est mon avis personnel. Hein. Jusqu'à il y a 3 semaines, 1 mois, on pensait vraiment qu'on avait gagné la course contre les mathématiciens, on était tellement en avance. Mais en fait, donc, ce sujet est un sujet très riche, et il y a un autre point que je voulais mentionner, qui est qu'en septembre 2023, un exposant que les physiciens n'ont jamais réussi à calculer exactement, en fait je pense que c'est le premier, les mathématiciens ont réussi à le déterminer, et donc quand on parle à nouveau de percolation, il y a une autre quantité dans la percolation, qui est le squelette de la percolation, qui consiste essentiellement à regarder l'objet géométrique qui serait plus ou moins capable de transporter du courant le long du cluster de percolation. Cet objet a une dimension fractale qu'on n'a jamais réussi à calculer, ce n'était pas un nombre rationnel, on n'arrivait pas à le comprendre en théorie des champs, etc. Et finalement, les mathématiciens ont prouvé que c'est un nombre transcendant, et non seulement c'est un nombre transcendant, mais ils ont obtenu la valeur exacte. Donc, tout ça pour dire que le sujet est encore très vivant, et qu'à peine on vient de finir la détermination de ces fonctions de corrélation, eh bien la course reprend, puisque maintenant il faut à nouveau rattraper les mathématiciens, enfin pour une fois il faut les rattraper je dirais, puis essayer de les battre pour calculer les fonctions à 4 points des champs du backbone, et donc voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Et oui, alors j'aime bien, une toute petite parenthèse de 30 secondes, mais une chose qui me frappait au SPHT au début, c'est que tout le monde était joyeux de faire de la physique. Et maintenant, en fait, je trouve que les gens sont beaucoup moins joyeux. On entend beaucoup les gens râler sur les ERC, des ANR. Et donc,
si je peux me permettre un mot de quelqu'un qui a été ici depuis 30 ans, la physique c'est rigolo, hein. Si vous souffrez tout le temps, n'en faites pas. Et voilà, et donc merci l'IPHT pour sa patience, pour l'inspiration, et puis merci à tous les gens que je n'ai pas mentionnés, de Dominicis, Orlan, qui ont écrit des très jolis papiers sur les polymères denses, Bernard Derrida, De Sèze, et puis Édouard Brazin et Claudie Sixon, qui ont toujours été une grande source d'inspiration. En particulier, c'est Édouard, il y a 30 ans, qui m'a dit un jour « Pourquoi tu ne regardes pas ces histoires de BPZ et des polymères ?» Et ça, je serai toujours reconnaissant. Donc voilà, merci à tous. Merci, Hubert. Question. Tu peux nous dire un peu plus sur la course entre les physiciens et les mathématiciens? Que vous avez toujours été en avance, sauf cette fois-ci? Tu veux la version amère ou la version pas amère? Non, la course entre les physiciens et les mathématiciens est extrêmement intéressante. On a appris. Disons, jusqu'à une époque très récente, je trouvais que ce qu'ils faisaient n'était pas très intéressant en fait. Enfin, ils prouvaient des choses qu'on connaissait et c'était très bien, mais les techniques qu'ils développaient, des techniques pour mathématiciens, ça ne nous a pas forcément inspiré pour résoudre des problèmes de physique. Par exemple, l'évolution de Schramm-Loeffner est quelque chose que beaucoup de gens ont essayé d'utiliser en physique, mais pour l'instant, on n'en a absolument rien fait. Et donc ça reste quand même décevant. J'ai l'espoir maintenant, avec leurs nouveaux calculs, que peut-être il y a des choses qu'on puisse utiliser. Donc ça, c'est l'aspect positif, un aspect qui est parfois un peu difficile pour les physiciens mathématiciens, comme vous le savez tous, mes frères physiciens, sœurs physiciens mathématiciens, c'est qu'un travail de physique mathématique qui prouve un résultat n'est pas reconnu par les mathématiciens tant qu'il n'est pas écrit par un mathématicien, c'est extrêmement rare. Et donc il est vrai que parfois on ressent une certaine frustration quand on entend des mathématiciens récolter des tas de prix parce qu'ils ont à leur façon montré des choses que les physiciens avaient montrées avant. C'est la nature, c'est pas leur faute. C'est la faute des physiciens de ne pas reconnaître les physiciens mathématiciens. Mais bon, qu'on ne me cite pas là-dessus, c'est une opinion totalement personnelle. Mais c'est vrai parfois qu'on se demande exactement où se trouve la position du physicien mathématicien dans le monde, coincé entre les mathématiciens qui sont des vrais mathématiciens, entre guillemets, et les physiciens qui sont des vrais physiciens, mais c'est un problème que nous rencontrons tous. Bon, il faut vivre avec aussi. C'est les 60 ans du PHT, je peux me permettre. Oui, Bertrand. Ah, c'est moi, ça. Merci. Oui, je voudrais quand même ajouter que je voudrais défendre un petit peu les mathématiciens et aussi les accuser. Donc, du point de vue de la défense, ce qui s'est passé avec le SLE était quand même assez majeur, parce que même si nous, on ne l'a pas utilisé réellement, de leur point de vue, ça permettait de prouver beaucoup de choses rigoureusement. Et avec une technique, enfin, une idée assez géniale de Schramm, qui était de prendre ce que nous appelle la Loeffner Evolution et de mettre un brownien dedans que personne n'avait fait avant, et clairement donner tous les modèles de physique statistique qu'on connaissait dans le modèle ON. Et en plus, il y a eu les développements en Liouville Quantum Gravity, où ils ont réussi à faire tout de même mieux que ce que faisaient les physiciens. Et il y a aussi les random maps qui ont été beaucoup développés, tu sais, du point de vue probabiliste. Et donc, ils ont obtenu des résultats quand même assez spectaculaires, avec toute une école qui a été créée en particulier en France. Et même pour Liouville Quantum Gravity, ils ont une approche complètement différente, probabiliste, moins théorie des champs que la nôtre. Et ils ont quand même, par exemple, réussi à trouver la métrique dans Liouville, des choses comme ça, définir proprement la métrique. Donc c'était pas vraiment une compétition, c'est qu'ils ont vraiment changé le point de vue. Mais du point de vue critique, ce qui est un peu désagréable, c'est que au bout d'un moment, ils effacent l'histoire, ils effacent toutes les traces, c'est-à-dire que évidemment tout ce qui avait été fait 20 ou 30 ans avant en physique, peut-être pas d'une manière totalement rigoureuse, mais quand même vraiment étayée, exacte, au fond, ils commencent à ne plus le citer du tout. Et ils ne se citent qu'entre mathématiciens, par exemple. Et ça, effectivement, c'est ennuyeux, et c'est un petit peu la faute de leurs leaders qui n'ont pas appris aux jeunes à citer correctement la littérature scientifique. Et c'est frappant. Quand on connaît le milieu, maintenant, on le voit très très bien.
Mais Hubert a raison, il y a toute cette approche qu'il a décrite, par ailleurs, qui est un peu orthogonale à tout ce qu'ils font, et clairement donne notre... Pas les fonctions de corrélation, par exemple. Voilà, par exemple. Je vais ajouter mon grain de sel. Je pense qu'un mathématicien qui ouvre un papier de physicien, dès qu'il rencontre quelque chose qui lui paraît une approximation ou qui ne paraît pas bien défini, il s'arrête. Donc, sachez-le, si vous avez un résultat que vous considérez comme exact, placez-le en tête de votre papier. Parce que le mathématicien ne lira pas au-delà de ce qu'il considère comme précis et correct. J'ai des exemples, comme vous l'avez deviné, j'ai des exemples de cette situation. Bon. Puisque c'est l'heure du débat, je vais apporter aussi mon petit grain de sel. Je veux dire que bon, la science, peut-être, est-ce qu'on est vraiment... Peut-être, bon, pourquoi il y a cette distinction, c'est aussi de la transmission, et que parfois, ce qu'on transmet, on a perdu d'où ça vient. Il y a tant de choses dans ce que notre culture et tout ça, on a oublié d'où ça vient, puis ça a été reformulé. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est le travail de reformulation, c'est-à-dire d'accepter d'arriver derrière quelqu'un qui a fait autre chose que vous, et pas forcément essayer de faire mieux, etc., mais juste le reformuler pour le transmettre aux gens après vous, et quitte à le formuler plus clairement. Et je pense que mon impression personnelle à moi, c'est que dans les domaines qui m'intéressent, les mathématiciens sont un peu meilleurs à ça. Ils sont meilleurs à reformuler, à reprendre des travaux qui ont été difficiles éventuellement, etc. Et qu'on arrivera à relire un petit peu dans le futur et d'avoir écrit des livres et des choses comme ça. Et je suis un peu frustré que je pense qu'il y a beaucoup de domaines en physique mathématique qui sont très intéressants, mais personne ne se fatigue à écrire un livre qui fera postérité. Les papiers que vous avez écrits, je dis vous, parce que c'est dans ce labo, dans les années 80-90, mais moi j'ai déjà peine à les lire, hein, et après moi, qui pourra les lire? Voilà, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Voilà. C'est pas un débat que je voulais lancer. Oui, je pense qu'on va le clore. Je pensais qu'un sous-entendu discret suffirait. Bon, Une question sur la théorie conforme, des modèles de Potts. Bon, merci Hubert.